Et c'est après ça que tu es passé chez Bonne Gueule, du coup. C'est après ça. En fait, donc on a travaillé le référencement du blog et Bonne Gueule, enfin Benoît a remarqué que on était passé au-dessus d'eux sur des mots-clés. En fait, à chaque fois qu'on a créé un contenu, il y a un contenu où j'ai vraiment poussé le vice à fond. On s'est dit, ok, on veut être les premiers. On veut être les premiers et on avait toujours un gros focus sur les liens vers notre contenu. Donc on voulait avoir le plus de backlinks possible, donc d'autres sites qui vont vers notre contenu. Et ce que j'ai fait à un moment, c'est que je me suis demandé, ok, est-ce qu'il y a des personnes dans l'industrie de la chaussure, donc des personnes dont les liens vaudraient très cher parce qu'ils sont directement liés à notre industrie, donc Google le reconnaît et nous référence encore mieux, qui ont des vieux sites et des sites avec des grosses autorités. Et là je me suis dit, oui, en fait, les cordonniers ont tous créé leur site au début d'Internet. Les sites sont dégueulasses, mais ils sont vieux, donc ils ont une belle autorité de domaine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une carte des meilleurs cordonniers de France. J'ai contacté tous les cordonniers pour qu'ils me racontent un peu leur vie, pour avoir des anecdotes. Et je leur ai dit, voilà, j'ai fait une carte des meilleurs cordonniers de France. Vous allez apparaître dessus. Ce sera le premier résultat Google. Aidez-moi et mettez un lien vers cette carte sur votre site. Et donc, j'ai chopé des dizaines de sites de liens comme ça. Et une dizaine de liens d'autorité dans une niche comme ça fait vraiment la différence. Du coup, là, pour clarifier, la carte des meilleurs cordonniers, du coup, est hébergée sur ton site que tu cherches à référencer. Exactement. Donc, tu as des liens qui vont pointer vers ce site et qui vont apporter de la crédibilité aux yeux de Google à ce site-là. Et ça fait des liens qui vont faire monter les articles que tu cherches à faire référencer. Exactement. Du coup, tu es un peu à cheval entre ce côté de référencement, gros hacking et le côté pure écriture, copywriting. Oui, enfin... dès que je pense que c'est le cas pour pas mal de monde, dès que tu t'intéresses à un truc sur le web, tu remarques que ça va pas sans ça et ça va pas sans ça et ça va pas sans ça. C'est impossible de faire du copywriting sans un minimum s'intéresser à l'optimisation de conversion, donc le CRO, et sans faire du SEO et sans non plus s'intéresser un peu aux mécaniques de la publicité en ligne. Ouais, je vois. Et donc tu parlais tout à l'heure de Bonne Gueule. Bonne Gueule avait repéré que tu rankais sur les résultats. Ça a été quoi ton rôle après chez eux? J'étais responsable de toute l'acquisition et de toute la conversion. Ok. Donc tu faisais de la pub Facebook, etc. ou c'était plus le référencement? Je faisais de la pub Facebook. J'étais pas du tout dans le référencement. En fait, tout mon objectif en arrivant, c'était de faire croître le chiffre d'affaires au maximum et de préparer aussi l'après. Donc à savoir le chiffre d'affaires des années suivantes. Je suis pas resté longtemps, ce qui était pas l'idée d'eux à la base, mais ce qui était mon idée, parce que je vois mon travail comme étant celui qui met des choses en place et qui les délègue et qui les laisse tourner après. Donc ce que j'ai fait, c'est Bonne Gueule fonctionne énormément par mail. C'est de l'emailing. Les lancements se font par mail, et je pense que n'importe quelle personne qui a suivi Bonne Gueule, c'est ça. Donc Bonne Gueule, c'est un site de mode masculine et à l'origine, et tu me diras si je me trompe, ils vendaient plus des e-books sur comment bien s'habiller, etc. Et par la suite, ils ont créé leur propre marque de fringues, c'est ça? C'est ça, en 2014, ils ont créé leur propre marque. En 2007, le blog a été lancé. Donc c'est le moment où toi, t'es rentré? Moi, je suis rentré en 2016, je suis rentré avec la levée de fonds. Parce que du coup, ils avaient besoin de fonds pour me recruter, donc j'ai attendu la levée de fonds. Ok, donc ils ont levé de l'argent sur quoi? Sur du capital risque standard en disant on va grossir et on va gagner plein d'argent? Non, ils ont fait ça très proprement. Il y a un article sur leur site qui explique exactement leur levée de fonds et pourquoi ils ont vendu très peu de parts et pour avoir toujours leur vision et pour croître de manière responsable. C'était très bien fait. C'est ce qui me plaisait aussi énormément dans la boîte. Toute cette approche très humaine et très pied-à-terre. Donc, pour remettre, donc, tu t'as dit, ils ont leur blog, ils vendent des formations dessus. À un moment donné, ils décident de lancer une marque de fringues. Au moment donné où toi, tu rentres, ils ont déjà des vêtements qui sont déjà vendus. Donc, typiquement, c'est quoi? Eux, ils font de la chaussure aussi ou est-ce que c'est des... Aujourd'hui, ils font de la chaussure. Ils sont pas dessus? Avant, ils font de la chaussure aujourd'hui. Avant, ils en faisaient pas trop. Ils ont fait quelques sneakers en collaboration. En fait, ils sont passés de e-book qui a financé ensuite un cours en ligne qui, lui, après, a financé la marque.
Et entre-temps, ils ont fait des collaborations avec des marques, où la marque créait, et eux, ils exposaient via tout le trafic qu'ils avaient, via leur blog. Ok. Qui aujourd'hui s'appelle Le Média, qui l'appellent plus blog. Ok. Donc, toi, tu es là, ton rôle, c'est de capturer des emails et d'écrire des emails de vente. Exactement. Moi, j'écris les mails de lancement, j'écris pas les articles de lancement, je crée pas les pages de vente. Les pages de vente qui étaient créées avec mon associé actuel, Lucas Maria-Pariassam, qui était la tête le visage de Bungle, qui lui faisait tout le lancement. Donc, on collaborait sur le lancement, et donc j'écrivais les mails de vente, les mails d'annonce, et je faisais en sorte de récolter le plus de mails possible. Donc, j'ai mis en place la même chose que chez Jacques Léméter, à savoir j'ai pris les meilleurs articles et j'ai mis des lead magnets dessus. Et ensuite, tout le reste passait par de la publicité Facebook. L'acquisition, c'était vraiment que des campagnes de lead gen. Et quand je suis arrivé, ce qui faisait tourner, ce qui faisait qu'ils attrapaient des mails, c'était un guide qui était le guide de l'homme stylé même mal rasé. Les essentiels, les conseils de base pour mieux s'habiller. Et ils faisaient tourner ça en publicité de Facebook. Je me souviens, on était invité par Facebook, dans les locaux de Facebook, par le directeur commercial France, parce qu'il voulait faire une étude de cas sur nous, parce qu'il trouvait que c'était génial et qu'on avait des beaux résultats. Mais moi, je savais en arrivant qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Je savais qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Je me disais, mais le guide, il n'est pas forcément intéressant, il n'intéresse pas tout le monde. Et Benoît était tout à fait d'accord avec moi. Qui se réveille le matin en se disant j'ai envie d'apprendre les essentiels pour bien m'habiller? C'est pas un besoin, c'est pas une envie, c'est pas un désir profond. Je me suis dit, mais il y a 6 millions de lecteurs. Quand j'étais, il y avait 6 millions de lecteurs à l'année. Je dis, dans les 6 millions de lecteurs, il va y avoir des intérêts et des profils différents. Donc je me suis posé et j'ai créé ces profils. J'ai créé ces profils, ces hypothèses. Ensuite, je les ai testés en regardant un peu toute la communication que notre community manager avait avec l'audience. Donc j'ai repris tous ces fils de discussion et de questions. Je les ai disséqués, j'ai essayé de voir s'il y avait des patterns, s'il y avait des mots qui revenaient, des questions qui revenaient. Ensuite, ce qui m'a permis, encore une fois, aller plus en détail dans les profils. Ensuite, je suis allé en magasin, parce qu'on avait un magasin à l'époque. Non, deux, il y avait Lyon, mais je ne suis pas allé, pour demander aux vendeurs. Donc j'ai invité les vendeurs à déjeuner pour leur poser des questions et pour voir si mes hypothèses étaient vraies. Puis je suis allé en boutique avec Lucas et j'ai pris des personnes qui ressemblaient à mes hypothèses pour leur parler autour d'une bière, mais sans leur dire forcément de quoi il s'agissait, en leur demandant si on pouvait enregistrer. Et ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple, je te donne une hypothèse de base, c'était qu'il y a une différence entre les étudiants. Il y a les étudiants qui sont littéraires, économiques, Sciences Po, et il y a les étudiants qui sont ingénieurs, informatiques, etc. Et je me suis dit, ceux qui sont du côté littéraire, c'est ceux qui vont se soucier de comment ils s'habillent. Et ceux qui sont ingénieurs, pas du tout. En fait, non, c'est pas du tout ça la différence. La différence, c'est entre les étudiants qui se dirigent vers un emploi où ils vont directement affaire à des clients, donc ils vont être là, ils vont avoir des relations, et entre ceux qui vont être cachés dans leur bureau à ne jamais voir personne d'autre que leurs équipes. Donc les ingénieurs peuvent très bien s'intéresser à la mode, par besoin. Et ce qui faisait venir le plus de personnes chez nous, c'était le costume. Les personnes qui s'intéressent à la mode pour la première fois, qui sont obligées, s'y intéressent en faisant des recherches sur le costume. Donc, ce que j'ai fait avec le rédacteur en chef, je me suis posé, on a créé un petit PDF, la checklist du premier vrai costume, vrai en majuscule, parce qu'à chaque fois que je voyais des clients et je voyais des lecteurs qui me disaient qu'ils avaient envie d'acheter un costume, ils me parlaient toujours de vrais costumes. Moi, je leur disais, mais tu peux aller chez Zara, tu peux aller chez Célio. Je dis, non, je veux un vrai costume. Donc vraiment, bien faire attention au verbatim. Donc, j'ai utilisé ça. Et j'ai créé un guide autour de ça, en donnant les 13 marques. En fait, un mec qui va rentrer pour la première fois en stage, en cabinet ou autre, il va être confronté pour la première fois à des personnes qui ont plus d'argent que lui, qui sont plus haut placées que lui, et il va les regarder, il va se dire putain, ils sont bien mieux habillés que moi, et moi je me sens pas bien dans ma peau. Et le seul moyen qu'il voit pour rapidement changer ça, c'était il va falloir que je m'habille un peu mieux. Il est donc décidé à claquer sa première prime ou ses premiers salaires dans un costume, à mettre 500-700 balles dans un costume, ce qui est énorme pour lui qui s'habillait avant chez H&M ou autre.
Donc il est là, il fait attention, il fait des recherches, il se dit j'ai pas envie d'aller au Printemps ou aux Galeries Lafayette parce que j'ai payé la marque. Si j'achète un costume, j'ai envie que les gens le remarquent, mais en même temps il faut qu'il soit assez sobre parce que je vais pas tout à fait assumer, c'est quand même pour le milieu du travail. Mais à côté, j'ai aussi envie de pouvoir le mettre cet été pour le mariage de ma cousine parce que j'ai pas envie de m'acheter plusieurs costumes. Donc tu as toutes ces problématiques là. Et je les ai toutes utilisées dans une publicité et dans un petit guide PDF de quelques pages. Ça fait... ça a coupé, ça a divisé le coût d'acquisition par 12. Ok. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.